Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah nous allons faire une séance de lecture. Nous allons étudier l'extrait, commençant à partir de « C'était par une belle matinée » jusqu'à « J'aime le soleil ». Alors, pour que vous puissiez me suivre, merci de prendre l'heure. Moi, je lis à partir de cette édition. Alors, faisons la première lecture et après, comme d'habitude, nous allons passer à la situation du texte. Ensuite, nous allons faire l'identification du texte. Nous allons émettre des hypothèses de lecture. Nous allons traiter un axe de lecture. Et enfin, nous allons faire une synthèse. Commençons alors par une première lecture. Merci de me suivre. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis, de son nœud, de clé, du grincement rauque, des verrous. Il fallut, pour me tirer de ma léthargie, sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux. Je me dressai effaré sur mon saillant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul le ciel, qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien renaître le soleil. J'aime le soleil. Bien. D'après cette première lecture, nous allons passer à la situation du texte. Alors, d'après votre lecture, de quel événement parle le texte? Bien, alors il s'agit d'un prisonnier, d'un condamné à mort, qui fait un récit, exactement le récit de son procès. Et dans le chapitre que nous avons déjà étudié, nous avons vu un narrateur, un prisonnier qui nous partage, ou qui partage avec nous ses sentiments, ses blessures, ses douleurs. Il était captif, il était doublement captif, il était emprisonné dans une cellule et emprisonné dans une idée, comme nous l'avons déjà dit. Alors, pour situer le texte, nous allons rallier, si vous voulez, l'événement précédent et l'événement de ce texte que nous venons de lire. Ainsi, on peut dire, est-ce
que j'ai préparé d'avance. Le prisonnier, après avoir relaté son obsession de l'idée de la mort et fait un rappel de son passé de liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le récit de son procès, son verdict, la sentence, etc. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est l'identification du texte. On peut se poser la question, où se passe la scène? Alors, le narrateur est dans la conciergerie. C'est l'une des grandes prisons en France. Quand se passe la scène, c'est après avoir été jugé, après avoir écouté la sentence. Et bien sûr, il va faire un récit rétrospectif. Remarquez bien que le lieu réel de la scène, c'est la conciergerie. Mais il va nous relater cette scène depuis un autre lieu, tout en adoptant un retour en arrière pour nous faire part de son récit. Qui raconte? C'est un condamné à mort. Ce condamné à mort fait un récit détaillé, mais c'est un condamné à mort qui est, en relatant ce récit, il est considéré comme étant un témoin, parce que nous allons voir dans l'axe de lecture qu'il est un narrateur passif. C'est une personne passive qui ne va pas réagir. Tout simplement, il va suivre les ordres. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans ce texte? Ce narrateur, alors, il nous raconte ou il nous fait son procès. Le type de texte, alors, doit être un texte narratif descriptif. Narratif parce qu'il nous raconte les événements au tribunal, les événements du procès. Et descriptif, qu'il va décrire certaines personnes, certains personnages dans le récit, le lieu. D'autres personnages dans ce texte, on peut trouver le juge, les avocats, les procureurs du roi, le gardien de la prison et toujours la foule. La focalisation adoptée ici dans le texte, on peut dire qu'il s'agit d'une focalisation qui est interne. Pourquoi interne? Parce que le narrateur emploie le jeu. Alors, vous avez des indices qui renvoient au narrateur, comme mon crime. Nous allons trouver aussi le jeu dans le texte. Alors, ce sont des indices qui renvoient à un narrateur, à celui qui raconte. Ça, c'est le premier indice de la focalisation. Deuxième indice, le narrateur exprime ses sentiments tout au long de ce texte. Le narrateur ici exprime sa subjectivité et c'est un personnage parmi les personnages. Passons maintenant à émettre des hypothèses de lecture. Il s'agit alors d'un procès. Alors, qui a fait ce procès? C'est le condamné, mais de quoi s'agit-il dans ce procès et comment ce procès est-il fait? Alors, en ce qui concerne l'axe de lecture sur lequel nous allons travailler bien évidemment sur l'axe que nous avons trouvé dans l'hypothèse de lecture. Il s'agit alors d'un récit raconté par un condamné. D'après votre lecture de l'heure, vous allez constater qu'il s'agit d'un narrateur qui est passif. Le narrateur est passif devant les événements. Il n'est pas en état de comprendre ce qui se déroule autour de lui. Alors, il va faire une observation tout simplement silencieuse,
Il ne peut rien faire devant une telle situation. Il ne peut rien faire après avoir écouté une telle sentence. Il ne fait que répondre aux ordres qu'on lui donne. Par exemple, dans le texte, vous allez trouver m'invita à me lever. Il y a aussi la formule restrictive n'attendez que l'avocat. Vous trouvez aussi, vous allez constater que l'avocat remplace physiquement et verbalement le prisonnier. On peut identifier le champ lexical relatif à la passivité. Comme ça, vous allez trouver des mots comme absence, rien, coller, une impuissance, bien sûr dans les pages qui vont suivre. Ça veut dire que nous n'allons pas se limiter tout simplement à ces 2 pages que nous avons lues. Il s'agit alors ici d'une impuissance de s'exprimer. L'avocat aussi défend devant cette impuissance, défend une position que le narrateur ou le condamné refuse. Le narrateur a été informé qu'il a été condamné aux travaux forcés alors qu'il a espéré la mort. Mais il va changer de point de vue après. Vous allez constater dans le texte qu'il y a une formule hyperbolique, 1000 émotions. Le texte alors fait voir un extérieur rempli de vie et un intérieur rempli de mort. Vous avez des phrases qui le montrent clairement. Alors comme par exemple dans le texte, vous allez trouver cette phrase, 3 jours, que mon nom ralliait chaque matin une nuée de spectateurs. Tout le monde s'agroupe autour du narrateur. Le narrateur est pris de peur, il est en colère, mais il est passif. Il ne réagit pas. Ou il ne pouvait pas réagir devant cette situation. C'est une phrase qui renvoie donc, l'une des phrases qui peuvent renvoyer à un intérieur plein de mort, plein de tristesse, plein de désespoir. Une autre phrase qui renvoie au contraire, j'aime le soleil. Le soleil ici est le symbole de la liberté, de l'extérieur. C'est un extérieur qui est plein de vie. Très bien, passons maintenant à chercher quelques figures de style qui sont au service de cette description. Alors vous trouverez donc l'énumération comme dans cette ligne. À partir de fantasmagorie, 3 jours de toute cette fantasmagorie jusqu'à grotesque. C'est une énumération par laquelle le narrateur décrit sa situation pénible. Vous avez aussi tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Même chose, une énumération dont l'effet, c'est de rechercher, de décrire défavorablement sa situation. Le désespoir du narrateur, sa peur, comme si le monde est dans un côté et lui seul est dans l'autre côté. Encore une fois, Victor Hugo essaie de mettre le lecteur dans la place ou à la place du condamné pour pouvoir sentir la même émotion, le même sentiment. Comment
vivait, comment attendait un narrateur ou un condamné à mort son exécution. Aussi, vous trouvez quelques mots qui renvoient à l'extrême fatigue du narrateur, comme léthargie, comme la répétition profond, un sommeil profond, un sommeil d'oubli. Là, il s'agit de la métaphore, un sommeil d'oubli. Vous avez tombé dans un sommeil profond, c'était aussi profond. Profond, regardez, le mot profond, ça se répète. Le narrateur a besoin de se reposer. Vous allez trouver aussi la comparaison qui commence à partir de qui venait s'abattre de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Regardez, le narrateur se met à la place de quelqu'un qui est mort, le cadavre. La comparaison ici n'est pas employée arbitrairement. Par cette comparaison, le narrateur cherche bien sûr à véhiculer un message qui pourrait être la différence totale entre lui et la deuxième moitié, la deuxième partie qui constitue la salle d'audience et qui a été comparée au corbeau. Alors, le cadavre signifie l'absence de la vie. Comme s'il veut nous passer le message suivant, dedans moi, il n'y a pas une vie. Pour lui alors, la vie s'éteint. Bien. Alors avant de passer à la synthèse, il faut savoir qu'il s'agit alors d'un jugement. C'est la condamnation à mort. Le narrateur raconte le jour de sa proclamation, de sa condamnation à mort. Il va décrire bien sûr les juges, les jurés de manière défavorable, la salle d'audience comme nous l'avons déjà montré par la comparaison, l'atmosphère qui peut être ambiante, le public aussi assoiffé au sang. Alors tout cela c'est pour exprimer une situation ce n'est pas tout simplement du condamné, mais de tous les condamnés qui peuvent attendre, ou qui attendent plutôt l'exécution. Passons maintenant à la synthèse. On peut dire que, finalement, que Victor Hugo montre que la foule, voilà, je l'ai écrite, Victor Hugo montre que la foule à l'extérieur est inconsciente de la détresse du condamné. L'auteur alors fait ainsi un réquisitoire contre, bien sûr, la peine de mort. Voilà, jusqu'ici. J'espère que vous avez bien saisi ce chapitre. Nous allons voir, Inch'Allah, la vidéo prochaine. Nous allons étudier un autre chapitre qui peut être chapitre numéro 6 et 7. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.